Salut RM, c'est toujours un plaisir de vous partager des vidéos importantes pour la communauté, surtout pour la communauté africaine. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de notre soeur, notre grande soeur, notre tante, notre mère, Nathalie Yamb, qui partage son analyse sur la dédollarisation de l'économie mondiale. Mais qu'on est le franc CFA par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe. Surtout lorsqu'il y a des lobbies qui se présentent à la télé pour dire que le franc CFA, c'est un système qui marche bien, qui marche déjà bien. Pourquoi changer? Pourquoi se donner la peine d'échanger ça? On voit que c'est un système qui profite à certaines personnes. Et bon, point d'interrogation. C'est à vous de juger et de dire en commentaire ainsi. Donc, une vidéo très importante que nous allons voir de Nathalie Yamb. Je vous conseille de bien vous asseoir, de vous mettre à l'aise et d'écouter. Et surtout, on n'oublie pas d'abonner et de partager, car l'information est importante aux yeux de tout le monde, surtout lorsqu'on est africain. On écoute sa vidéo. Bonjour et bienvenue sur Afrique Résurrection, la chaîne de Kémy Séba et de l'ONG Urgence panafricaniste par les Africains pour le monde. Aujourd'hui, dans cette chronique de Nathalie, on va parler un petit peu d'économie et de franc CFA. Depuis quelque temps, on voit un peu partout des gros titres dans ce genre. L'Inde annonce remplacer le dollar par le roupie pour ses échanges commerciaux avec la Malaisie. Le Brésil et la Chine ont signé un accord qui prévoit que tous les échanges commerciaux entre les deux pays se feront exclusivement en monnaie locale, c'est-à-dire en yuan et en réal. La Russie et la Chine ont conclu que leurs échanges se feront désormais en roubles et en yuan. Des accords similaires ont déjà été passés par la Chine avec l'Argentine. Le Brésil et l'Argentine, justement, ont relancé leurs travaux sur une monnaie commune qui pourrait être étendue au Mercosur. Les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, travaillent eux aussi à la création d'une monnaie commune. L'Iran propose aux pays africains d'utiliser leur monnaie locale et le rial iranien pour les échanges bilatéraux, etc., etc., etc. Bref, partout dans le monde, on laisse tomber le dollar comme si c'était un pestiféré. Comment en est-on arrivé là? Tout s'est accéléré depuis la guerre en Ukraine et surtout depuis les sanctions insensées prises par les Européens et leurs maîtres américains. L'éviction de la Russie du système SWIFT, le système utilisé pour les transferts bancaires, le gel des réserves de change de la Fédération de Russie et la confiscation des avoirs de ses citoyens ou entreprises n'ont pas eu l'effet escompté par la bande à Biden, von der Leyen et Macron, car la Russie avait eu le temps de voir venir le coup et de se préparer pour en amortir l'impact. Mais cela a surtout ouvert les yeux du monde entier. Les Occidentaux sont capables des pires actes de gangstérisme à ciel ouvert et de violation du droit international à l'égard de tous ceux qui ont le malheur de leur déplaire, de résister à leur hégémonie ou de se défendre contre leurs attaques. Du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, le système monétaire utilisé était celui de l'étalon or, c'est-à-dire que la valeur d'une monnaie nationale était directement liée à la quantité d'or détenue par le gouvernement. Chaque unité de monnaie était convertible en une quantité d'or. En 1944, ce système a été remplacé par une variante mise en place lors de la conférence de Bretton Woods aux États-Unis, l'étalon de change or. Ici, le dollar a été établi comme la principale monnaie de réserve internationale. Et si les devises continuaient d'être liées à l'or, elles n'étaient plus directement convertibles en or comme dans le système de l'étalon or. Au lieu de cela, les devises étaient convertibles d'abord en dollars américains qui, à leur tour, étaient convertibles en or à un taux fixe de 35 $ l'once. C'est en 1971 que, secoué par une forte inflation, un taux de change et des déficits budgétaires élevés, la guerre du Vietnam qui avait considérablement augmenté les dépenses militaires et les coûts du budget, le président américain Richard Nixon a mis fin à l'étalon de change or en décrétant l'abandon de la convertibilité du dollar américain en or. En effet, à cause de la croissance rapide des dépenses budgétaires américaines, les USA avaient fait tourner la planche à billets à volonté et la quantité de dollars en circulation avait dépassé la quantité d'or détenue par les États-Unis pour soutenir leur valeur.
Les investisseurs étrangers ont commencé à échanger leurs dollars contre de l'or, provoquant une pénurie du métal précieux et mettant en danger la stabilité et la valeur du dollar. Ceci marque alors le début d'un nouveau système où les taux de change sont déterminés par l'offre et la demande sur les marchés d'échange et aussi, nous a-t-on appris, par la confiance. La force d'une monnaie dépend en grande partie de la confiance que les gens ont envers le pays émetteur, sa stabilité politique, ses politiques économique et fiscale, sa dette publique, son inflation, sa gestion des relations internationales. Eh bien, grâce à leurs sanctions illégales, souvent, et leur comportement hégémonique, toujours, la confiance dont bénéficiait le dollar s'est envolée. Pouf! Parti. Et dès lors que la méfiance s'est installée, couplée à la défiance du reste du monde face à l'attitude dominatrice et impérialiste des États-Unis, la suite était logique. Enterrement du pétrodollar, ce système dans lequel le dollar américain était utilisé depuis les années 70 comme monnaie de règlement pour les transactions pétrolières internationales, et dédollarisation accélérée de l'économie mondiale. Et pendant que je vous parle, je me rends compte que j'enregistre cette joyeuse chronique nécrologique du dollar le 4 avril 2023, 231 ans jour pour jour, après que le dollar a été adopté comme monnaie des États-Unis par une loi à l'initiative d'Alexander Hamilton, secrétaire au Trésor de George Washington, le 4 avril 1792. Il n'y a pas de hasard. Les ancêtres et Myriam Makeba veillent. Et c'est ainsi qu'en lieu et place d'une isolation de la Russie comme le souhaitaient les anciens maîtres du monde, c'est plutôt à un resserrement des rangs auquel on a assisté. Xi Jinping a réservé à Poutine sa première visite à l'étranger après sa réélection à la tête de la République populaire de Chine. Les présidents biélorusses, syriens, sénégalais se sont rendus à Moscou, tout comme des centaines de parlementaires venus de 40 pays africains. Le locataire du Kremlin s'est rendu en Iran, en Ouzbékistan. On note aussi le refus de nombreux pays africains de voter les résolutions condamnant la Russie à l'ONU. Mais plus fort que tout cela, il y a la solidarité des pays producteurs de pétrole, celle qui fait mal à la poche des Occidentaux. Après une première baisse de la production décidée par l'OPEP+, il y a quelques mois, la Russie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, l'Algérie, Oman et le Kazakhstan ont annoncé au calme il y a quelques jours une nouvelle réduction volontaire de leur production de pétrole. Il y aura donc 1 650 000 barils en moins par jour sur le marché à partir du mois de mai jusqu'à la fin de l'année 2023. Résultat, les prix augmentent. C'est fou comme la Russie est isolée. Les USA et l'Union européenne, ces génies qui s'étaient aventurés à fixer un plafond pour le pétrole russe, tempêtent, pleurnichent et grattent leur tête et leur fond de porte-monnaie. Tous les États dirigés par des gens intelligents et sains d'esprit ont compris que la fenêtre géopolitique occasionnée par la guerre en Ukraine offrait une opportunité unique pour briser les chaînes de la vassalité et donner naissance à un nouvel ordre mondial multipolaire. Tous, sauf bien sûr la plupart des pauvres types qui dirigent les États de la zone CFA. Le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud l'ont compris. Même le Kenya, qui vient de passer un accord pour acheter du pétrole en Kenyan shilling à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, l'a compris. Mais nos laquais, nos serfs d'État, adeptes de l'esclavage volontaire, eux, sont couchés. Ils ne peuvent saisir aucune offre de reconfiguration du commerce et des échanges mondiaux parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans la gestion du franc CFA. C'est Paris, c'est le trésor public français qui décide. Et comme ceux-là ont goût dur, ils vont bloquer. Par contre, eux, les Français, ils continuent d'acheter du pétrole et des produits russes en roubles ou en euros. Ils tradent les hydrocarbures en yuan à la bourse de Shanghai, mais ils ne permettront jamais que nous, ceux qu'ils considèrent comme des sous-hommes africains aliénés de la zone franc, nous en fassions de même. Chers amis civils et militaires, vous comprenez pourquoi il est urgent de chasser de la tête de nos États ces laquais de l'Occident qui pourrissent notre quotidien et font perdurer le néocolonialisme dans nos contrées.
La fenêtre d'opportunité géopolitique est étroite. Dépêchons-nous. Aux trop rares dirigeants patriotes de la zone CFA, je dis ceci. N'attendez plus. Rapatriez notre or et sortez des traités de l'UMOA et de l'UMAC. Mali, Burkina Faso, Centrafrique, créez chacun votre monnaie, votre crypto-monnaie ou utilisez le Bitcoin et échappez-vous. Asseyez-vous à la table et co-rédigez les textes et statuts du nouvel ordre mondial en cours de naissance. Colonel Goïta, capitaine Traoré, président Touadéra, je vous en conjure. Voilà. Vous voyez, l'économie, c'est pas si compliqué ou si hermétique que cela. On devrait d'ailleurs intégrer son apprentissage dès le primaire dans les programmes scolaires réformés auxquels nous appelons. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine chronique politique et géopolitique sur Afrique Résurrection. En tout cas, merci beaucoup à notre Léon pour avoir donné ces vérités, pour avoir divulgué ces informations importantes. Merci aussi de nous avoir ouvert les yeux, car c'est important que nous ouvrons tous nos yeux. Nous avons une porte de sortie et nous pouvons la saisir. Nous pouvons ouvrir cette porte. Elle est petite et le temps est court. Ça me fait mal que nous ayons toujours les yeux fermés, que nous soyons toujours abasourdis, que nous soyons toujours aveugles, tandis que les solutions s'offrent à nous. Si seulement on peut se lever, que nos dirigeants peuvent se lever pour pouvoir sortir de cette monnaie qui nous fait appauvrir, ça serait vraiment bien. Sortons de là, créons notre propre monnaie, unissons-nous pour que nous soyons forts. Prenons l'exemple des autres. Pourquoi on ne peut pas prendre l'exemple des autres? Les autres peuvent le faire, et pourquoi pas nous? Cher président, cher gouvernement, cher président, cher gouverneur, pourquoi vous ne voyez que vos intérêts? Ayez l'amour pour votre population. Pourquoi vous ne voulez pas que même le plus pauvre de votre population roule dans une voiture? Pourquoi vous ne voulez pas que tout le monde ait des capacités de survivre comme vous le faites vous? Ayez honte, ayons honte. C'est une porte de sortie. Merci beaucoup, cela m'a plu de partager cette vidéo avec vous, de voir cette vidéo avec vous, de notre soeur, notre tante, notre mère, notre Léon. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette porte de sortie? Est-ce une bonne chose? Pensez-vous que les États d'Afrique centrale doivent toujours rester sur cette monnaie, le franc CFA, ou nous devons sortir? Est-ce une bonne chose ou pas? Bien, merci de ces commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci d'avoir liké. Ciao, à la prochaine.